Salut toi! Hier on a commencé une FAQ sur l'hypnose pour savoir si ça marche, si jamais ça marche pas, s'il y a certains qui sont hypnotisables, d'autres pas, si c'est fake, machin, ce genre de choses. Du coup je continue avec toutes ces questions à y répondre en mon âme et conscience. Donc on va continuer. J'en étais sur le point 2 de ma petite liste, là j'ai peur. J'ai peur que l'hypnose, quelqu'un me manipule, j'ai peur parce que je sais pas ce que c'est, j'ai peur... de quoi les gens ont peur aussi. J'ai peur de me retrouver bloquée, ça aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup. Des gens qui ont peur de rester bloqués en état d'hypnose. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont déjà restés bloqués en état d'hypnose. Ça s'appelle pardon, l'état d'Esdel. L'état d'Esdel, c'est le fait de rester de rester dans un état d'hypnose pendant 3 heures à 13 heures, je crois. Ça peut être en tout cas une dizaine d'heures, c'est possible de rester bloqué dans cet état-là. On n'arrive pas à en sortir malgré les suggestions de la personne qui nous a plongé dans un état d'hypnose, donc ça a guidé dans l'état d'hypnose. Mais on finit toujours par se réveiller. D'ailleurs, on finit toujours par se réveiller d'un état d'hypnose, même si moi je n'arrive pas à te guider à la sortie de l'hypnose, tu vas toujours finir par te réveiller. C'est comme s'endormir, on finit toujours par se réveiller. Et c'est extrêmement rare d'entrer dans un état d'Esdel sans que la personne qui t'hypnotise, te guide dans l'état d'hypnose, ne soit pas au courant, n'est pas fait exprès. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis guider dans l'état d'hypnose et pas hypnotiser ou autre, je sais pas ce que je pourrais utiliser d'autre, mais voilà. Je dis ça parce que même si on a l'impression que les gens qui font de l'hypnose, les praticiens, les hypnothérapeutes, les hypnotiseurs de spectacle, même si on a l'impression qu'ils ont une réelle influence sur les gens, à la fin, c'est toujours la personne qui est en état d'hypnose qui choisit ce qu'elle a envie de faire ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un terme qui est très important dans l'hypnose, surtout dans l'hypnose thérapeutique, c'est le terme de congruence. C'est-à-dire que une séance d'hypnose, elle se divise en deux parties. La première, c'est l'anamnèse, le diagnostic. On s'assoit ensemble, et on discute de la problématique. Quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand est-ce que ça dure? Quand est-ce que c'est handicapant? Quand est-ce que ça se... Quand est-ce que ça se déclare, etc. etc. Donc, quand on sait tout ça, on passe à la deuxième partie qui est l'hypnose à proprement parler. Pourquoi est-ce que l'anamnèse elle est aussi importante avant l'hypnose, cette phase d'entretien finalement? Parce que pendant ce temps-là, pendant que toi tu parles, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter les mots que toi tu emploies pour les réutiliser pendant la séance d'hypnose. Et si j'utilise des mots qui sont différents, que j'utilise un contexte qui est différent que ce que toi tu penses, de ce que toi t'imagines, et bien la congruence elle n'est pas là. Je suis pas congruente avec les mots que toi tu emploies. Et du coup, tu peux sortir de l'hypnose à cause de ça, ou être moins concentré, ou ça peut être moins efficace. Voilà, donc ça c'est extrêmement important, c'est que du début à la fin, il y a des gens qui partent dans des expériences extrasensorielles, extracorporelles, qui ont l'impression de sortir en dehors de leur corps effectivement, ou alors qui se souviennent pas de leur séance, ou alors qui vont très très loin, etc. etc. Puis il y a d'autres personnes qui sont complètement conscients du début jusqu'à la fin. Et d'être conscient, c'est absolument normal. Et d'ailleurs, même les gens qui sont pas conscients et qui oublient ce qui se passe pendant la séance, et ces personnes-là peuvent à tout moment, s'ils en ont envie, prendre une grande respiration
et sortir de leur état d'hypnose quand ils en ont envie. Parce qu'on est toujours en contrôle en fait quand on est sous hypnose. Et ça c'est très important à savoir et c'est très important à prendre en compte. Donc ça vraiment, j'ai peur de ne pas sortir de l'état d'hypnose. Il y en a qui restent plus longtemps que d'autres et qui n'écoutent plus les suggestions qu'on leur donne, mais ils finissent toujours par en sortir. Et toi, si tu as besoin de sortir de ton état d'hypnose, tu le feras sans aucun problème. Et ensuite, oui, on finit toujours par se sortir de l'état d'hypnose, voilà, ça n'est pas quelque chose de on n'est pas, comment dire, c'est pas une anesthésie en fait, c'est vraiment juste un état méditatif qui est plus profond que la méditation. Aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que la plupart des gens qui ne sortent pas de l'état d'hypnose, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie, parce que l'état d'hypnose c'est quelque chose d'hyper agréable, et quand on aime bien quand on aime bien être dans cet état, quand on aime bien être dans son lit et qu'on est endormi et qu'on est dans les draps et que c'est hyper confortable, on n'a pas envie d'en sortir. Mais l'hypnose c'est un petit peu pareil. Donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui veulent pas sortir de l'état d'hypnose. Voilà. C'est tout à fait normal. Le point que j'ai cité après, c'est j'ai peur que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas sur moi, et je pense que je ne suis pas hypnotisable, qu'il y a des gens qui sont suggestibles à l'hypnose et d'autres non. Alors, comme je le disais au début de vidéo, pardon, l'hypnose, c'est un état qui est naturel et que tout le monde expérimente tout au long de la journée, plusieurs fois. Donc, quand je dis je ne suis pas suggestible à l'état d'hypnose, ce serait comme dire je suis pas suggestible à l'état de sommeil. Voilà. Tout le monde s'endort au moins une fois dans sa vie, en tout cas tous les soirs généralement. Et quand on dort pas, c'est qu'on a un problème de manière générale. Et bon bah là c'est pareil, en état d'hypnose, on a besoin d'entrer dans cet état un peu de rêve éveillé. Parce que c'est comme ça que le cerveau réorganise ses idées et peut trier les informations à l'intérieur de la mémoire à long terme. Je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Généralement, les gens qui disent qu'ils ne sont pas suggestibles, qu'ils ne sont pas hypnotisables, c'est parce qu'ils ont vu des spectacles, ou alors qu'ils sont allés voir plusieurs praticiens en hypnose et que ça n'a pas marché. Il faut savoir que parfois il y a certains, évidemment ça peut venir du professionnel, hein, enfin, ça peut être un manque de congruence, ou alors une technique qui ne marche pas sur le patient, ou alors il faut prendre beaucoup plus de temps, ou ce genre de choses, mais ça peut aussi venir de la personne qui se fait hypnotiser et qui dit bah voilà, moi j'ai pas envie d'entrer en état d'hypnose, j'ai juste envie de lui prouver que ça ne marche pas, ou alors j'en ai vraiment envie mais j'arrive pas à lâcher prise, du coup comment est-ce qu'on fait? Pardon, personnellement ça m'est jamais arrivé, d'une part parce que je prends énormément de temps pendant la phase d'entretien et je parle énormément aux gens pour qu'ils aient confiance et qu'ils sachent que je suis vraiment bienveillante avec eux, et ça joue énormément dans le fait qu'on se sente un peu plus à l'aise, qu'on a un peu plus envie d'écouter, qu'on a un peu plus envie d'essayer certaines choses, et voilà. Et d'autre part, ça n'est aussi jamais arrivé avec moi parce que je mets un point d'honneur à expliquer que l'état d'hypnose, c'est pas un état rectiligne dans lequel on plonge et on est tout en bas au fond et puis ensuite on remonte dans la conscience. C'est pas du tout comme ça. C'est une courbe sinusoïdale, l'état d'hypnose. C'est-à-dire que parfois on entre très très profond dans l'état d'hypnose et puis à un moment on remonte dans la conscience en se disant attends, qu'est-ce que je vais faire ce soir, etc. et puis on a des pensées parasites, et puis à un moment on se dit ah bah non, il faudrait peut-être que j'écoute ce que t'es bien en train de me dire, du coup on replonge dans l'état d'hypnose et ça fait comme ça pendant toute la séance. Et ben ça aussi c'est quelque chose qu'on expérimente d'ailleurs dans la méditation, hein. Généralement on se dit voilà, j'ai des pensées parasites mais du coup je vais reprendre ma conscience et puis je vais retourner un petit peu dans mon état méditatif. C'est un peu plus difficile en méditation parce que c'est un état qui est un peu moins profond, mais quand on y arrive c'est quand même très très satisfaisant. Bah, l'état d'hypnose c'est un petit peu pareil, il y a des gens qui ont l'impression de pas entrer complètement en état d'hypnose justement à cause de cet état sinusoïdal, mais sachez que si vous avez vécu une séance d'hypnose et que vous n'avez pas été inconscient pendant toute la séance, c'est parfaitement normal, et c'est d'ailleurs comme ça que le cerveau marche.
un cerveau, ça ne peut pas rester dans un état de concentration plus de 25 minutes, il me semble. Du coup, c'est pour ça aussi que les cours de 45 minutes dans lesquels on doit rester concentré, c'est absolument impossible, parce que le cerveau est absolument pas fait pour ça. Donc voilà, si ça n'a pas marché chez vous, donc il est possible qu'il y ait un problème avec le professionnel et qu'il n'ait pas utilisé la bonne technique. Il est possible que vous n'ayez pas eu envie à ce moment-là d'entrer en état d'hypnose et c'est parfaitement possible. Il y a aussi deux autres configurations qui sont possibles. D'une part, si vous n'arrivez pas à voir les images dans votre tête, arriver à visualiser une image. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle là... quand on n'arrive pas à visualiser les images, je vais aller chercher. Erreur, visualisation, image. Non, bon, bref, je me souviens plus. Je le noterai peut-être dans la description si jamais quelqu'un me le redemande en commentaire. Si vous n'arrivez pas à visualiser les images, peut-être que y a un problème de ce côté-là et qu'il va falloir demander à votre praticien en hypnose d'utiliser d'autres techniques que de visualiser des souvenirs avec des images, plutôt utiliser, je sais pas, les odeurs ou les sons ou alors autre chose. Et aussi, si vous êtes dans un état dépressif, sachez que quand on est dans un état dépressif, on a les cinq sens qui fonctionnent beaucoup moins. L'hypnose repose sur le fait de solliciter les 5 sens pour repartir dans un état de visualisation. Donc, il est parfois plus difficile d'entrer en état d'hypnose quand on est dans un état dépressif parce que ça demande beaucoup plus d'efforts que quand on ne l'est pas. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte aussi. Il y a aussi certaines personnes qui ont peur, et ça c'est assez sérieux, qui ont peur que l'hypnose marche trop bien, marche trop vite et que ça fasse trop mal. C'est souvent le cas pour des gens qui ont vécu de très forts traumatismes pendant l'enfance. Il faut savoir que il y a plusieurs choses à comprendre dans le traumatisme. D'une part, dans le traumatisme, il y a un trouble qui s'appelle le SPT, l'état de stress post-traumatique. Et cet état de stress post-traumatique, cet ESPT, provoque des flashbacks. C'est-à-dire que on vit un trauma et suite au trauma, chaque petite sollicitation extérieure peut nous faire repenser au trauma et revivre cette scène encore et encore et encore, et c'est une espèce de boucle comme ça qui repasse dans le cerveau encore et encore et encore. Et les gens qui ont cette ESPT, qui ont vécu ce trauma, n'ont pas envie d'aller voir des thérapeutes en hypnose parce que ils ont peur que justement l'hypnose les replonge dans un état traumatique qu'ils vont devoir revivre encore et encore et encore. Et ce qu'il faut savoir sur l'hypnose et le trauma, c'est que justement personne ne fait jamais ça. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils postulent dans les films qu'on replonge les gens dans un souvenir traumatique pour qu'ils puissent guérir, mais je trouve ça absolument terrible, quoi. Bien sûr que non, on ne plonge pas quelqu'un qui est dans un ESPT dans son souvenir traumatique. C'est quelqu'un qui revit son souvenir traumatique tous les jours, tout le temps, donc il n'a pas besoin d'y retourner. Il les connaît tous les détails, il connaît tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt demander au cerveau de retrouver un espace de sécurité dans lequel il va pouvoir se sentir bien, calme et dans un état de plénitude, plutôt que de retrouver un état où il est encore traumatisé dans le stress, dans toute cette tristesse et dans cette dépression et dans cette hypervigilance. C'est exactement le contraire qu'on fait. On essaie de créer un nouvel espace dans lequel il y a de la sérénité. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on fait, et bien heureusement, parce qu'on n'est pas des bourreaux, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, mais vraiment, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Sauf dans un cas qui est très 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 particulier, il y a certains traumatismes qui sont tellement à vif et tellement forts qui provoquent, donc le SPT par exemple provoque un état d'hypervigilance. Donc le moindre bruit, la moindre odeur, la moindre situation nouvelle provoque un état de flashback ou un état de vigilance qui fait qu'ils sont dans un état de stress perpétuel. Ce qu'on fait à ce moment-là,
c'est qu'on prend ce qu'on appelle une thérapie par exposition, c'est-à-dire que cet état de stress post-traumatique, on va prendre une situation qui provoque un tout petit peu de stress, genre quand j'entends par exemple un camion qui passe, le bruit d'un moteur de bus qui passe à côté de chez moi, quand j'entends ça, ça me rappelle mon passé traumatique et du coup je me sens très mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va replonger la personne dans cette situation qui est un peu traumatique, un peu handicapante, mais qui n'est pas le souvenir traumatique, et puis on va la stabiliser, et la stabiliser émotionnellement pour que ces situations-là, qui sont des situations pas traumatisantes, mais qui provoquent de l'hypervigilance, ces situations-là, elles soient moins handicapantes, et que ça aille mieux, et qu'elles soient un peu plus apaisée par rapport à ça. Et puis ensuite, à partir du moment où cette situation-là, elle est réglée, eh bien on va aller dans une situation qui est plus angoissante, c'est-à-dire, je sais pas, on va demander à la personne d'imaginer une foule, voilà, avec des gens qui n'arrêtent pas de crier, par exemple. Et du coup, cette situation, elle est traumatisante, mais pas autant que quand elle l'était avec cette situation où le bus était traumatisante. Donc on choisit une situation qui est un peu plus traumatique, mais qui l'est moins parce qu'il y a moins de trauma autour, et on va habituer la personne à ressentir ça, et pour que les émotions soient normalisées, petit à petit, jusqu'à atteindre le souvenir traumatique, qui du coup le sera beaucoup moins, puisqu'on aura réglé tout ce qui est derrière. On va petit à petit, par palier et par escalier, et toujours en respectant la sensibilité du patient. Et ça, c'est hyper important. Donc, on ne plonge pas les gens dans des souvenirs traumatiques, ça ne se fait pas. Voilà, c'est très très mal. Non, mais vraiment, enfin, je dis ça, c'est vraiment pas cool de faire ça. Personne ne fait ça normalement. Et s'il y a des gens qui le font, dites-le moi et on réglera le problème très vite. Et voilà, et c'était tout. Donc j'en ai fini avec cette FAQ sur l'hypnose. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser sur l'hypnose, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. Ça, c'est très important parce que ça me permet de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants autour de cet outil qui est quand même formidable. Si tu as une problématique qui est liée justement à l'hypnose, ou peut-être à des traumas, ou peut-être à autre chose, ou à la douance intellectuelle, et que tu as besoin d'en parler, il y a mon lien Calendly qui est dans la description, et qui te permet d'avoir 1 heure de diagnostic gratuit en appel avec moi, pour que je puisse voir avec toi quelle est ta problématique, pour que tu vois ce que je peux apporter comme valeur à tout ça, et que moi je vois si je peux résoudre ta problématique et travailler avec toi. Et si tu as envie d'avoir plus d'infos sur des sujets comme celui-ci, je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter qui est également en lien dans la description. Voilà, je crois que c'est tout. Allez, à demain, bisous.